Alors, c'est un webinaire qui est attendu et on en est ravis puisque vous êtes plus de 75 à vous être inscrits et près d'un tiers d'entre vous découvrent le CERD cet après-midi à travers ce webinaire. Donc, bienvenue à vous également les nouveaux participants à un moment du CERD. Tout cela montre le besoin de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle régionale sur ces questions climatiques et puis de surtout partager les messages clés sur les différents leviers pour accélérer les transitions au pluriel. La presse régionale a également fait la part belle à cette publication depuis quelques temps et également en ce moment puisqu'on rencontre une période de chaleur un peu exceptionnelle et donc qu'elle en soit remerciée pour cette couverture. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et pour votre information, comme je vous le disais et à ceux qui viennent de nous rejoindre, ce webinaire est enregistré afin de pouvoir vous le proposer ou le proposer à d'autres en replay. Alors en quelques mots, le CERD, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc le CERD, c'est le Centre ressources du développement durable qui est installé à Los Angeles. C'est un groupement d'intérêt public et notre mission, c'est d'outiller, d'accompagner les acteurs en région Hauts-de-France dans leur dynamique de transition, dans leur volonté de s'engager ou d'accélérer leur action sur les transitions, encore une fois au pluriel, à travers des programmes. Donc, on travaille sur l'adaptation au changement climatique, sur l'alimentation durable, sur le nouveau modèle économique, sur le management des transitions, sur la participation citoyenne, sur l'atténuation. Bref, on porte un certain nombre de programmes et également à travers des observatoires que nous portons également. L'Observatoire du climat, qui est l'une des raisons qui nous amène à être ensemble cet après-midi, et également l'Observatoire déchets matières, le tout récent Observatoire déchets matières qui s'est créé en mars dernier et qui est aujourd'hui porté par le CERN. Donc notre mission, c'est une production de ressources pour accompagner les décisions, pour accompagner la conception des projets de transition sur les territoires, mais également accompagner le débat et la réflexion dont on a besoin aussi dans les dynamiques climat et les dynamiques de transition, parce que les projets ont évidemment vocation à émaner de compromis dynamiques pour renforcer à la fois leur qualité, la richesse, la diversité des points de vue dans les projets. Et ce tour d'horizon climat tel qu'on va vous le présenter cet après-midi, c'est exactement l'ambition qu'il porte que de pouvoir alimenter le débat, poser les enjeux et montrer tout ce qui est en jeu en région et localement sur les questions climatiques et la manière dont on peut faire face à ces défis. Donc, l'objectif de ce webinaire cet après-midi, c'est de vous présenter les contenus de cette publication que vous avez, j'imagine, pour la plupart reçus ou découverts en amont de ce webinaire, c'est-à-dire la situation climatique dans les Hauts-de-France, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, les causes qui nous amènent à cette situation climatique, et puis les objectifs à atteindre également au regard des objectifs nationaux, régionaux, on va en parler, et enfin les leviers qui vont nous permettre de réduire notre impact, notre empreinte pour réussir les transitions. Le deuxième objectif de ce webinaire, c'est, au-delà de la présentation, c'est de vous saisir, de faire en sorte que vous puissiez, en tant qu'acteur de la région sur ces sujets, vous saisir de cette publication pour mieux l'incarner localement dans vos projets, dans vos plans climat, dans vos démarches de développement durable et mobiliser en conséquence tous les partenaires qui gravitent autour de vos projets, qu'ils soient élus, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient citoyens. Ce webinaire, il va s'organiser en deux temps. Le premier temps est consacré à une présentation de la réalité du changement climatique et l'origine de nos émissions de gaz à effet de serre, et un deuxième temps qui sera consacré aux leviers pour réussir les transitions. Alors, pour animer ce webinaire, je ne suis évidemment pas tout seul. Je vous présente l'équipe qui va être mobilisée pour vous cet après-midi. Donc, la première personne que je présente, elle est à côté de moi dans cette pièce et elle a coordonné la rédaction, la réalisation de ce tour d'horizon climat-énergie. C'est Pierre Branciard, notre chargé de mission Observatoire Climat. Salut Pierre, tu es juste à côté de moi. Bonjour à toutes et à tous. La deuxième personne que je vous présente et qui va notamment intervenir sur la partie solution de cette présentation, c'est Joséphine Reynaud, notre chargée de mission ressources climat au CERD. Salut Joséphine. Bonjour. Et enfin, Élise Deberg, chargée de mission adaptation au changement climatique, qui interviendra également pour évoquer les solutions d'adaptation. Élise, salut. Bonjour.
Voilà, vous avez l'équipe au grand complet. Donc, je vous propose que l'on bascule sur la présentation. Ah si, avant ça quand même, ce webinaire, ce n'est pas descendant. L'objectif, c'est que vous ayez aussi la possibilité de poser vos questions. Et donc, je vais vous proposer, non pas de poser vos questions dans le chat, nous allons faire les choses proprement, mais de vous orienter vers le site menti.com. On va utiliser l'application Mentimeter. Donc, vous vous rendez sur le site menti.com et vous tapez le code qui vous est demandé, donc 83 79 32 97, et vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et à l'issue de la présentation de Pierre, nous irons sur le site menti.com pour découvrir les différentes questions ou les remarques aussi. Vous pouvez aussi avoir des remarques que vous voulez nous poser et on aura bien évidemment le temps d'y répondre. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vous redis à tous et notamment à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, bienvenue à vous. Et je vais laisser Pierre démarrer, notamment en nous présentant l'Observatoire Climat Hauts-de-France et ensuite en nous expliquant ce que contient ce tour d'horizon climat-énergie. Pierre, c'est à toi. Merci Alexis et bienvenue dans ce webinaire. Donc, quelques mots pour présenter plus en détail l'Observatoire Climat des Hauts-de-France, qui est porté par le CERD depuis 10 ans. Donc, l'objectif de l'Observatoire, c'est vraiment de compiler, produire les données, diffuser les données pour sensibiliser et à la prise de conscience des enjeux climat-énergie en région. Pour ça, on a différents objectifs. C'est à la fois de fournir les données pour la prise de décision aux échelles régionales et infrarégionales, notamment contribuer au suivi des politiques publiques, par exemple le schéma, le STRADET en région, les PCAET, etc. Et donc aussi de contribuer à un espace d'échange sur ces sujets climat-énergie. Pour ça, on a différentes missions. Donc, notre principale mission, c'est de collecter, traiter et analyser toutes ces données ayant trait au changement climatique en région. Et du coup, on a un observatoire climat sur un champ de périmètre assez large, sur les indicateurs sur l'état du changement climatique en région, sur les pressions exercées par nos activités humaines qui influent sur ce changement climatique à travers nos consommations d'énergie, les émissions de gaz, et puis les réponses aussi mises en œuvre à travers la production d'énergie renouvelable. Et donc, voilà, ce champ assez large pour justement pouvoir sensibiliser à ces enjeux du changement climatique en région. On a aussi un rôle d'animer un réseau de partenaires. On a 56 partenaires qui sont signataires de la charte. Et c'est grâce à ce réseau qu'on a une objectivité et robustesse dans les données qu'on présente. Et notre rôle est de diffuser, accompagner l'information de ces données à travers différents supports, donc à travers notre site internet, où notamment pour les territoires, vous pourrez retrouver des données plus localisées que celles présentées dans cette publication. Cette publication-là, c'est les données au niveau régional. Et donc, du coup, la toute dernière publication que je vais vous présenter maintenant, c'est celle qui est sortie en avril de cette année sur le tour d'horizon climat-énergie. Donc, un petit mot sur comment on a conçu cette publication en écriture collective avec notre cellule d'animation. Donc, notre cellule d'animation composée des institutions, des départements du Nord et du Pas-de-Calais et de quelques collectivités territoriales. L'objectif de cette publication, c'était vraiment au-delà d'apporter déjà les chiffres clés, mais au-delà, les accompagner pour éclairer davantage les élus et les décideurs sur comment mettre en œuvre les stratégies, comment ces données nous indiquent un peu les actions prioritaires à mener pour les transitions. Donc, vous verrez, je pense que la majorité d'entre vous l'ont déjà lu. Il y a justement des ressources pour aller plus loin et vraiment tisser le lien pédagogique entre les données et les solutions et les grands concepts à mettre en œuvre. Donc, quelques mots sur les principaux sources de données dans cette publication, mais en général à l'Observatoire Climat. Donc, on a 2 partenariats forts avec Météo France, justement sur tous les indicateurs du changement climatique, et avec Atmo Hauts-de-France sur les émissions de gaz et les consommations d'énergie. Et nous, Observatoire Climat, on va aussi produire nous-mêmes des données à partir de multiples sources de données, à partir des données des énergies, des opérateurs d'énergie, etc., pour notamment les données
production d'énergie renouvelable. Donc, quelques mots aussi sur l'année des données dans cette publication. Donc, la majorité des données sont des données de 2018. Donc, pourquoi 2018? Ça peut paraître assez ancien, mais en fait, le rôle des observatoires, c'est vraiment d'agréger toutes les données et pour ensuite, les données sources sont déjà disponibles à 2 années antérieures, mais il faut justement toute une méthodologie, toute une analyse de ces données pour après fournir des indicateurs fiables sur un périmètre global pour pouvoir avoir des données consolidées et cohérentes sur l'ensemble des territoires Hauts-de-France. Donc, ce qui peut expliquer le décalage des années. Donc, voilà sur les quelques mots sur l'Observatoire climat. Et je vais maintenant vous détailler les données que vous retrouverez dans le tour d'horizon climat. Du coup, la première partie, c'est vraiment sur la réalité du changement climatique en région. Comment évolue le climat en 60 ans. Donc, sur la carte, la carte qu'Alexis va vous remettre, on voit cette évolution en 60 ans, donc, où on voit que la température a déjà augmenté de 2 degrés à Live, qu'on a une augmentation des jours anormalement chauds, une baisse de nombre de jours de gel, de hausse du niveau de la mer. Et en info complémentaire, c'est que on voit que chaque décennie est plus chaude que la précédente en Hauts-de-France. Donc, on a véritablement une accélération du changement climatique. Et dans cette carte, en fait, on a mis en fond de carte les risques qui sont exacerbés par le changement climatique. Donc, les risques météosensibles. Donc, qu'est-ce qu'un risque météosensible? En fait, c'est le croisement entre les aléas climatiques et la densité de population qui permet de mesurer la vulnérabilité du territoire à ces risques. Un chiffre à retenir, c'est que 58% des communes sont exposées à des risques météosensibles. Et justement, quels sont ces risques? Donc, derrière ce chiffre, 3 risques sont pris en compte en fait. Il y a le risque des submersions marines, le risque des inondations continentales et le risque des retraits-gonflements d'argile. Et en fait, le changement climatique va exacerber ces risques avec le hausse du niveau de la mer et des tempêtes et des événements plus extrêmes. Les surfaces exposées à la submersion marine vont être augmentées. Sur les inondations, on voit que le changement climatique impacte le régime des précipitations des pluies et donc va augmenter la fréquence et l'intensité de ces événements. Et même de retrait-gonflement d'argile, avec l'alternance de périodes de fortes pluies en hiver et de sécheresse en été, va accentuer le gonflement des sols argileux et le retrait de gonflement lorsqu'il y a des périodes de sécheresse, avec les conséquences de fissures de terrain, de mouvements de terrain, de fissures dans les bâtiments. Et dans ce tour d'horizon, on a aussi montré l'impact pour la santé avec les températures extrêmes, et c'est d'actualité avec la vague de chaleur qu'on connaît actuellement en France. Et justement, c'est l'occasion de faire un petit point de définition, parce qu'on entend pas mal de termes canicule, vague de chaleur, nuit tropicale. Et donc, du coup, on a mis les définitions scientifiques de ces différentes notions. Une alerte canicule, ça va être vraiment un indicateur sanitaire où c'est 3 jours consécutifs de forte chaleur, à la fois le jour et la nuit. Et c'est un indicateur défini par Santé publique France qui, pour chaque département, a certains seuils et va déclencher des alertes canicules. Nous, à l'Observatoire Climat, en fait, on suit l'indicateur vague de chaleur. Vague de chaleur, c'est 5 jours anormalement chauds. Donc, c'est 5 jours consécutifs où la température maximale est supérieure de 5 degrés à la normale de 81 à 2010. Et donc là, un chiffre à retenir, c'est que en 60 ans, on a eu plus qu'15 jours de vagues de chaleur entrant sous cette définition-là. Et le dernier indicateur, c'est les nuits tropicales, où là, les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Et en Hauts-de-France, c'est un phénomène nouveau. Il n'existait pas dans les années 50, et on voit sur les dernières années quelques nuits tropicales. Et sachant que le seuil est de 20 degrés, donc il y a eu beaucoup plus de nuits à 19 degrés, mais qui n'entraient pas sous la définition de cet indicateur-là.
Et donc, ces températures extrêmes vont vraiment impacter la santé parce que l'organisme a besoin de se refroidir, notamment lorsque la température ne redescend pas la nuit. L'organisme a du mal à récupérer. Et si vous voulez creuser justement sur ce lien santé et climat, on vient tout juste de sortir une bibliographie au CERD en partenariat avec la MRES qui explore justement, qui regroupe toutes les ressources, les lois, les rapports, les articles scientifiques sur ce lien entre santé et climat. Donc, on va pouvoir vous le partager dans le chat si vous voulez en savoir plus sur ce lien-là. Donc, après avoir vu ce constat du changement climatique, on va creuser quelle est l'origine de ce changement climatique. Donc, l'origine, c'est les émissions de gaz à effet de serre anthropiques donc liées aux activités humaines. Donc, où on en est en Hauts-de-France? Du coup, en Hauts-de-France, on est à 52,2 millions de tonnes équivalent CO2 d'émissions en 2018, ce qui représente 13% des émissions nationales. Et comment évolue cette trajectoire? Donc, on voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ces émissions de gaz diminuent en Hauts-de-France. Depuis 2008, on a baissé de 16%, qui est similaire à la France, où en France, on a diminué de 15% les émissions de gaz. Et sur les dernières années, donc sur 2012, qui est l'année des objectifs régionaux du SRADET, on a baissé de 11%. Du coup, est-ce qu'on est sur une bonne trajectoire ou pas? Donc, on commence à être sur une bonne trajectoire, mais il faut encore accentuer les efforts. Pour l'instant, on est sur une moyenne de 1,1 million de tonnes équivalent CO2 de réduit par an. Mais pour atteindre les objectifs, par exemple, à 2030 de moins 40%, il faudrait augmenter cette moyenne. Donc là, on est à 1,1. Il faudrait plutôt être sur une moyenne de 1,3, 1,4 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et notamment, après, pour atteindre les objectifs de moins 75% en région, ou des objectifs plus ambitieux comme la neutralité carbone, qui est un objectif global à atteindre au niveau de la France et mondial, et que Joséphine pourra aussi vous détailler dans la deuxième partie. Et du coup, on va chercher à comprendre véritablement d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, la principale cause de ces gaz à effet de serre, c'est nos consommations d'énergie. 70% des émissions de gaz sont liées à la consommation d'énergie. Or, en fait, on voit que la trajectoire actuelle des consommations d'énergie, en Hauts-de-France, mais c'est le cas aussi en France, elle stagne. En Hauts-de-France, on a même augmenté de 2% entre 2012 et 2018 les consommations d'énergie, alors que les objectifs sont de réduire de 30% à l'horizon 2031 et de moins 50% à l'horizon 2050 nos consommations d'énergie. Donc, on voit qu'on n'a pas pris pour l'instant la voie de la sobriété énergétique et on verra tout à l'heure que c'est un des leviers fondamentaux pour réussir les transitions. Et on va justement creuser quel est le mix énergétique, comment il évolue. Donc, on voit qu'on a la part des énergies fossiles a diminué dans le mix énergétique. On est passé de 74% à 70%. Donc, ce mix est lié à la fois à la baisse des produits pétroliers, du gaz naturel, et aussi à une électrification en parallèle et à une augmentation aussi des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont été multipliées par 2 entre 2010 et 2017. Donc, on voit qu'on a un changement de mix énergétique qui commence à prendre forme, mais pour l'instant, on reste encore à 70% dominé par les énergies fossiles. Donc, qu'est-ce que les énergies fossiles? C'est les produits pétroliers, le gaz naturel. Donc, les CMS, c'est les combustibles minéraux solides, c'est-à-dire les équivalents du charbon. Et les autres fossiles, dans cette catégorie, en fait, on va retrouver les gaz sidérurgiques, par exemple. Donc, voilà sur le mix énergétique qui commence à changer, mais reste dominé par les énergies fossiles. Et donc, après avoir vu cause qui est les consommations d'énergie, on va voir finalement secteur par secteur comment ça évolue. Là, vous voyez l'évolution depuis 2008, donc en 10 ans. Donc, on voit que dans tous les secteurs, on diminue, à part dans le secteur du transport.
Je vais vous détailler juste après l'industrie et le transport plus en détail. Mais quelques mots, par exemple, sur le secteur du bâtiment. Donc, derrière ce secteur, en fait, sont pris en compte les résidents, enfin, le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Donc, ces deux secteurs sont en diminution, donc moins 18% au global. Et donc, enfin, après, justement, ça montre l'importance de l'efficacité énergétique des bâtiments à mettre en œuvre pour justement réduire les consommations de ce secteur. On a l'agriculture aussi qui diminue, l'agriculture qui représente 13% des émissions. Et c'est dans ce secteur où en fait on a la majorité d'émissions non énergétiques, c'est-à-dire liées aux activités d'élevage et de culture, donc avec les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Et ce secteur est en diminution, notamment avec la baisse des émissions liées justement aux engrais azotés. C'est principalement ça qui explique la baisse dans ce secteur-là. Il ne faut pas oublier non plus le secteur du traitement des déchets, qui est aussi un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, la branche énergie, donc ici, branche énergie, c'est la distribution des énergies. Par contre, la production d'énergie, elle est répartie en fait dans les différents secteurs consommateurs. Donc, je vais vous détailler plus en détail l'industrie, donc le premier secteur en Hauts-de-France, qui représente 37% des émissions de gaz régionales. Et c'est principalement lié à la sidérurgie, qui représente la moitié de ce secteur. Un petit exemple, la sidérurgie, ça représente 18% des émissions totales régionales et même 2% des émissions nationales. Donc, on voit que du coup, par l'historique du tissu industriel Hauts-de-France, on a une part importante des émissions liées à ce secteur-là. Sur l'évolution de ces sous-secteurs, en fait, on voit que c'est le secteur de la chimie qui a principalement diminué de 44% en 10 ans. La sidérurgie aussi a diminué de 28%, ainsi que l'industrie du papier et du carton. Justement, quels sont un peu les leviers d'action dans l'industrie? Donc, on peut agir sur l'efficacité énergétique des procédés industriels, sur le changement du mix pour décarboner l'industrie et sur l'évolution vers des techniques industrielles moins émettrices. Pour illustrer un peu ces termes qui peuvent être un peu barbares ou où on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, enfin, je vais vous citer, on va prendre l'exemple d'ArcelorMittal qui s'est justement engagé à atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050 en investissant massivement dans plusieurs actions. Par exemple, il y a une action, c'est justement d'inclure davantage d'acier recyclé dans sa production. Donc là, c'est un levier d'amélioration des procédés, d'évolution des techniques industrielles. Ils ont investi aussi dans des technologies innovantes de fours électriques. Donc là, on voit un changement de mix énergétique, donc décarbonation des procédés, et aussi investissement dans des nouvelles techniques, par exemple transformer le minerai de fer avec de l'hydrogène. Donc voilà quelques exemples sur l'industrie en Hauts-de-France. Sur le transport, donc, qui est le deuxième secteur en Hauts-de-France, mais par exemple en France, c'est le premier secteur. Ça représente là en Hauts-de-France 25% des émissions. Et si on le rapporte au nombre d'habitants, en fait, on est sur des niveaux similaires. Ça représente en fait 2 tonnes équivalent CO2 par habitant. On voit que, et c'est le seul secteur qui est en hausse, donc entre 2008 et 2015, ce secteur a augmenté de 3%. On n'a pas encore l'évolution jusqu'à 2018 parce que la méthode a légèrement changé en 2018, mais en tout cas, on voit que cette tendance est à la hausse. Donc, en regardant ce secteur à la loupe, on voit que c'est les véhicules individuels qui représentent la moitié des émissions de ce secteur. Donc, on voit qu'à l'échelle individuelle, on peut agir. Par exemple, un petit chiffre, c'est que 43% des trajets individuels en France se font par voiture individuelle sur une distance de moins de 5 km. Et donc, on voit qu'on peut agir pour justement, au lieu de, sur ces 5 km, utiliser la voiture individuelle, plutôt utiliser des modes doux
le transport à vélo. Et par exemple, si tous les Français, pour cette distance, utilisaient un vélo, on économiserait 5 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui représente les émissions de la métropole européenne de Lille en un an. Mais finalement, au-delà de gestes individuels, les leviers d'action pour ce secteur, c'est vraiment de repenser les infrastructures et l'aménagement du territoire pour justement repenser nos usages et diminuer, à être sobre dans les transports, diminuer les distances parcourues, réduire l'usage de la voiture individuelle en développant par exemple le covoiturage ou les transports en commun. Donc favoriser vraiment ces modes de transport doux. Donc on peut agir sur le transport des voyageurs, mais aussi sur le transport des marchandises. Donc sur les transports des marchandises, pareil, c'est à la fois utiliser des modes de transport moins émetteurs, mais aussi privilégier des produits fabriqués localement. Justement, ce dernier aspect va nous amener sur une autre notion qui est l'empreinte carbone. Donc jusqu'à présent, en fait, on a vu les émissions directes de gestes. Donc les émissions directes, c'est les émissions produites sur le territoire, mais dans les émissions directes, on ne va pas prendre en compte nos importations. Par contre, l'empreinte carbone, elle, donc, qui est une autre manière de calculer ces émissions. Là, on va vraiment prendre en compte les émissions importées, donc les émissions liées à la fabrication de nos produits manufacturés, au transport de notre alimentation, par exemple. Et par contre, on va exclure les émissions exportées. Donc, par exemple, en Haute-France, on va inclure toutes nos importations qui nous servent dans les besoins des habitants, mais on va exclure l'acier, par exemple, produit à Dunkerque, qui est exporté et pas consommé en Haute-France. Donc, on est véritablement sur une approche responsabilité, c'est-à-dire on voit véritablement l'impact de nos choix de consommation dans l'empreinte carbone. Et donc, l'empreinte carbone est supérieure aux émissions seulement du territoire. Et donc, la chose à retenir sur cette empreinte carbone, c'est justement les objectifs globaux de réduire cette empreinte. L'objectif recommandé par le Haut Conseil pour le climat est de réduire de 80% cette empreinte carbone, ce qui équivaut à réduire à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant cette empreinte. Pour se représenter ce que représente 2 tonnes équivalent CO2, on a vu tout à l'heure que c'était les émissions seulement du secteur du transport. Et puis après, au niveau individuel, 2 tonnes de CO2, c'est par exemple la production de 61 smartphones ou encore 86 jeans en coton ou 276 repas avec du bœuf. Donc là, je vous donne quelques chiffres, mais on peut vous partager aussi un outil qui est très bien fait de l'ADEME, qui est le site Data Agir, et notamment leur simulateur sur l'empreinte carbone, qui permet d'estimer sa propre empreinte carbone individuelle à travers un questionnaire, mais aussi justement de voir les leviers d'action, comment réduire cette empreinte carbone. Donc c'est un outil pédagogique qui peut permettre justement de voir comment agir au quotidien pour réduire cette empreinte carbone. Et donc, sur l'empreinte carbone, les principaux postes de l'empreinte, c'est justement tous nos biens de consommation qui représentent 35% de cette empreinte en Hauts-de-France, l'alimentation qui représente 17%, mais aussi les services publics et privés qui représentent 16%. Donc voilà sur les grandes données qu'on a présentées dans ce tour d'horizon. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement? C'est que le changement climatique est une réalité en Hauts-de-France avec les conséquences de forte vulnérabilité des populations face aux risques climatiques, avec des conséquences aussi sur la santé avec ces événements extrêmes qui vont augmenter. On constate une baisse des émissions de gaz en Hauts-de-France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, on voit que dans le même temps, la consommation d'énergie stagne. Et à un moment, en fait, on va atteindre les limites de l'optimisation technologique. Les baisses d'émissions, si on ne réduit pas la conso, vont stagner aussi. Et donc, il faut véritablement agir sur ce levier de la consommation d'énergie pour réduire nos émissions et atteindre l'objectif global de neutralité carbone. On voit aussi qu'on a un début d'évolution du mix énergétique qui explique cette baisse avec une électrification et une baisse des énergies fossiles.
mais on reste encore dominé par 2/3 d'énergie fossile. Donc voilà un peu sur les grands chiffres. Et du coup, face à ce constat, comment agir collectivement pour limiter ce changement climatique et comment répondre globalement aux enjeux de transition. Donc c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie avec Joséphine. Et du coup, on va pouvoir répondre à vos questions après cette présentation des chiffres clés en région. Merci Pierre pour cette présentation. Alors je vous propose de basculer sur le Mentimeter. C'est le moment pour vous de poser des questions, de nous dire un petit peu ce qui vous passe à l'esprit quand vous entendez cette présentation. Je vous montre en direct les questions, les remarques. Alors, on en a des très concrètes, Pierre. La première, s'il est possible d'avoir accès au lien de la publication, bien évidemment, je vais demander à Élise ou Joséphine ou Solène qui est avec nous cet après-midi d'envoyer le lien dans le chat pour que tout le monde puisse l'avoir en format numérique. On a, alors, je lis les questions en direct et je vous invite encore une fois à y répondre en vous rendant sur menti.com en utilisant le code 83 79 32 97 pour poser d'autres questions. Est-ce que Pierre, tu peux nous redonner la part de consommation d'énergie dans les émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est la première question très concrète. Je te laisse répondre tout de suite pour qu'on puisse basculer sur les deux autres. Donc, c'est 70% de la part de la consommation d'énergie dans les émissions de GES en France. Donc, ça, c'est le chiffre français. Merci Pierre. Nous avons une autre question sur la carte des évolutions. Il y a des communes qui sont notifiées en blanc. Est-ce qu'elles le sont par absence de données ou parce qu'elles ne sont soumises à aucun risque climatique, ou alors peut-être parce que c'est une autre forme de calcul que ce qu'on utilisait précédemment? Je te laisse répondre et je vais même vous remettre sur la carte en question pour que vous resituiez exactement ce dont on parle quand on parle de ces communes en blanc qui sont ici. Pierre, je te laisse répondre à cette question. Du coup, en blanc, c'est que le risque est très faible. Mais en fait, comme c'est un croisement en fait, entre à la fois l'aléa, qui est une inondation peut arriver naturellement, et la densité de population. Donc, sur la carte, on voit que ça correspond finalement à des zones très peu peuplées, donc où il y a moins de risques pour les populations et les habitations. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inondation, par contre, sur ces lieux, quoi. Merci Pierre. Je rebascule sur les questions qui ont été posées. Est-ce que nous connaissons l'empreinte carbone de la région précisément? Je te laisse y répondre. Du coup, en région, on ne connaît pas l'évolution. Alex, il y a un petit écho. C'est normal, je n'ai pas coupé mon micro. Donc, pour le moment, on ne peut pas suivre l'évolution de l'empreinte carbone parce que c'est des données assez complexes à calculer. Donc, pour l'instant, on n'a que les données en 2015. Mais en fait, globalement, en France, l'empreinte carbone n'évolue guère. Elle est plutôt en stagnation. En fait, on diminue nos gestes directs, mais par contre, on a en France augmenté nos émissions liées aux importations. Donc, du coup, le fait de baisser ces émissions directes, mais par contre, dans le même temps, on continue d'augmenter nos émissions importées, on est sur une stagnation de l'empreinte carbone en France. Alors, tu as entamé un début de réponse sur une des questions qui est posée. La baisse des émissions de certaines industries a-t-elle un lien avec la fermeture d'usines importantes? Auquel cas, on pourrait analyser ça comme un trompe-l'œil. Et l'autre question qui est posée, que je découvre, c'est une question à laquelle on va évidemment s'empresser de vous répondre dans la deuxième partie du webinaire avec Joséphine sur comment appuyer la notion de sobriété. Je pense que la deuxième partie du webinaire devrait pleinement répondre à votre question. Donc, je vous invite à quelques minutes de patience avant qu'on y réponde. Sur la question, Pierre, de ce risque de trompe-l'œil, qu'est-ce qu'on peut répondre? Effectivement, il y a un risque de trompe-l'œil parce que surtout que là, c'est les données depuis 2008. Donc, il y a eu la crise économique qui a entraîné pas mal de fermetures d'usines et notamment des secteurs industriels en Haute-France comme la chimie qui ont fortement diminué. Donc, finalement,
Enfin, on a une baisse qui est liée à ces fermetures d'usines. Donc justement, il faut qu'on analyse un peu plus en détail pour voir quels sont précisément le nombre d'usines qui ont été fermées, quels sont les grands émetteurs qui ont fermé pour justement pouvoir consolider ces analyses et finalement, ouais, voilà, mettre un peu des points de vigilance que c'est pas parce que là, en 10 ans, on a diminué que ça va continuer dans ce même rythme. Il faut vraiment mener des actions, on verra tout à l'heure, à la fois d'efficacité énergétique, de sobriété, de repenser véritablement nos modèles économiques. Merci Pierre. Je vais aussi laisser Joséphine réagir à la question qui vient d'être posée. Joséphine, je te laisse allumer ton micro. Oui, donc je faisais référence à celle aux commentaires là, dans le chat sur ArcelorMittal et puis le projet de la cimenterie à Limbre. Bien sûr, je n'ai pas de... la tension qui est déjà là et qui va rester en émergence, je pense, entre désindustrialiser, diminuer notre impact, annuler un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre, et puis en même temps une forme ou une volonté parfois de réindustrialisation dans le sens apporter des solutions aux problématiques qu'on rencontre, et cette recherche aussi d'une forme d'autosuffisance à la fois énergétique et même on voit aujourd'hui les dépendances qu'on a, les interactions qui existent dans notre rapport à la ressource. Et puis la deuxième chose que ça m'évoquait, c'est dans ce déploiement d'infrastructures, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on y met de systémie? Vous le savez, pour celles et ceux qui connaissent le CERD, on parle beaucoup de vision systémique. Et pour nous, il n'y a pas, pour nous et pour beaucoup, il n'y a pas une solution qui soit viable dans le temps si elle n'est pas d'une part partagée et dans un format de coopération, et d'autre part si elle ne regarde pas le temps long. Et donc, effectivement, si on ne se met pas dans cette logique, peut-être le court-termisme aussi peut nous pousser à développer soit les mauvaises infrastructures ou alors à ne pas regarder le périmètre dans son ensemble. Je n'incrimine pas cette initiative-là en particulier, mais plus d'une manière générale. Nous, on fait facilement aussi le parallèle avec la méthanisation. C'est considéré comme une énergie renouvelable et de récupération, mais comment on l'amène? Est-ce qu'on répète des écueils ou est-ce que on les évite? Et donc, comment on calibre nos infrastructures à taille humaine en quelque sorte pour éviter des incohérences et des paradoxes à répétition? Merci Joséphine. Y a-t-il d'autres questions sur cette présentation à la fois de la situation climatique dans les Hauts-de-France, des trajectoires et des origines de nos émissions de gaz à effet de serre? Bien entendu, le tour d'horizon climat vous propose le détail de ces différentes branches, de ces différents domaines. Est-ce que cette présentation était claire pour vous ou est-ce qu'il y a encore des doutes? Je regarde en même temps le Mentimeter, mais j'ai le sentiment qu'on a l'air d'avoir répondu à l'ensemble des questions, hormis une en bas à gauche qui n'a pas été finie dans sa rédaction. Donc, si vous le souhaitez la finir, je vous invite à le faire. Sinon, je vous propose que l'on passe à la suite. Je me remets donc sur le diaporama. Je n'ai pas de réponse, donc allons-y. Joséphine, Pierre nous a présenté quelques solutions sur différents domaines qu'on a pu aborder sur l'industrie, sur les transports. On a aussi vu dans les données qui ont été présentées que la responsabilité est collective. Il y a énormément d'études aussi qui ont montré cette dimension collective de la responsabilité. En même temps que Pierre nous a expliqué qu'on ne pouvait pas attendre, qu'on allait atteindre les limites de l'optimisation technologique. Et donc, que nous disent ces chiffres sur la manière dont on doit se transformer pour réussir les transitions? Merci Alexis pour l'intro. Je vais suivre le fil conducteur du tour d'horizon pour évoquer les leviers et les pistes de solutions.
Le GIEC nous le rappelle encore cette année à travers les 3 volets de son dernier rapport sur les solutions, les propriétés physiques, les solutions d'adaptation et les solutions d'atténuation. On est face à un phénomène d'emballement climatique. Les prédictions soit se confortent, soit sont pires que ce qu'on imaginait. Et donc, qu'est-ce que ça appelle à une action vraiment renforcée de nos actions, de nos réactions à ces phénomènes qu'on découvre. D'abord, par une amplification des actions d'atténuation. Cela va atteindre et viser nos modes de vie qu'il va falloir transformer. Ensuite, je vais venir un peu dans le détail, renforcer nos capacités de stockage de carbone, parce qu'on aura beau éviter, on aura toujours des émissions résiduelles qu'il va falloir traiter. Et enfin, en développant des stratégies d'adaptation pour limiter les risques auxquels on fait face et les conséquences déjà visibles du changement climatique. C'est en conciliant ces 3 piliers qu'on vise et qu'on cherche à atteindre une forme de résilience, c'est-à-dire une capacité à résister aux chocs sur le long terme. L'atténuation, donc je le disais, c'est la diminution de notre impact, c'est-à-dire très concrètement réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut repenser notre rapport à l'énergie. Bien sûr, en développant les énergies renouvelables, parce que par renouvelable, on entend des énergies considérées comme inépuisables, mais aussi des énergies locales non délocalisables, en substitution des énergies fossiles. Et en ça, fait écho, j'imagine bien, dans nos esprits à tous et toutes les conflits géopolitiques actuels qui révèlent vraiment cette dépendance. Et donc, en diminuant notre dépendance aux énergies fossiles, finalement, on chemine dans cette forme d'autosuffisance énergétique. Mais en parallèle, il faut faire face à d'autres défis que rencontrent les énergies renouvelables, comme celui du stockage, par exemple. Les chiffres que vous retrouverez dans le tour d'horizon sont ceux d'une production multipliée par 2 des ENR entre 2010 et 2017, ce qui représente aujourd'hui environ 10% de notre consommation d'énergie finale. L'accent qu'on met ici, c'est sur le fait que le développement seul des ENR ne sera pas suffisant. Et que même l'efficacité énergétique, comme vient de le dire Pierre, atteint ou atteindra à un moment donné ses limites. Donc, le réflexe premier qu'il faut adopter, c'est bien celui de la sobriété comme principal levier. Et on entend souvent cette logique dans ce nouveau rapport à l'énergie, de sobriété en premier lieu, efficacité énergétique et enfin développement des ENR en quelque sorte comme un dernier recours. La sobriété énergétique, ça veut dire réduire nos consommations d'énergie, donc changer nos comportements, modifier nos modes de vie, mais aussi nos organisations collectives. La sobriété, ce n'est pas nécessairement l'échelle individuelle, c'est un écueil qu'on rencontre beaucoup, mais c'est aussi dans la manière dont on s'organise. Et d'ailleurs, cette sobriété, elle peut être élargie à d'autres sphères de la société. On parle de sobriété numérique aujourd'hui, de sobriété foncière, de sobriété au sens large dans notre consommation de ressources. Et d'ailleurs, cette consommation de ressources, qui est très liée à notre modèle économique, elle vient questionner comment on organise notre économie. C'est pour ça qu'on positionne en 3e pilier de l'atténuation les nouveaux modèles économiques, que sont notamment l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, et aussi l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Tout ça vise à réfléchir à comment on transite, à quoi on donne de la valeur, et comment on échange, comment on rétribue ce qui a de la valeur. Je le disais tout à l'heure, malgré tout et malgré ces nouveaux projets et ces nouvelles manières de faire, on aura des émissions résiduelles parce qu'on ne pourra pas tout éviter et tout annuler. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les compense? Et est-ce que c'est seulement possible de les compenser? Ce qu'on sait, c'est qu'il faut renforcer nos puits de carbone, et je vais le détailler un peu plus après, c'est-à-dire en les préservant et en les restaurant. Enfin, sur l'adaptation, donc ce qui consiste à s'adapter aux impacts déjà visibles, et ces impacts, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Encore une fois, le GIEC nous le rappelle tout récemment. Donc, l'adaptation, c'est une forme de projection finalement dans à la fois l'évolution en cours et l'évolution de demain. Il y a 3 réflexes à avoir quand on parle d'adaptation. Un, c'est connaître, savoir de quoi on parle et donc réaliser des diagnostics de nos vulnérabilités, celles de nos sociétés, de notre entreprise, de notre territoire.
Ensuite, sur cette base, planifier des trajectoires d'adaptation, des stratégies qui y correspondent et qui soient assez ambitieuses pour y faire face. Et enfin, anticiper et être dans une forme de suivi, d'évaluation de nos actions qui soit assez flexible pour répondre à ce scénario qu'on ne connaît pas. Parce qu'un scénario à 1,5 degré de réchauffement planétaire ou 5 degrés, ça n'a rien à voir. Et une mesure qu'on réalise aujourd'hui, il faut qu'elle soit valable pour tous ces scénarios. Atténuer pour atteindre la neutralité carbone. Le disait Pierre, la neutralité carbone, c'est l'objectif aujourd'hui qu'on s'est fixé. Ça vise l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines et puis les absorptions de ces gaz à effet de serre, encore une fois, par le fait de l'homme. Ça correspond in fine à une sorte de solde de zéro émission nette. On émet autant qu'on absorbe. Aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire à toutes les échelles, à l'international depuis qu'elle a été consacrée dans l'accord de Paris en 2015. Ça s'est décliné à l'échelle européenne, renforcé avec le Pacte vert pour l'Europe, tout récent, et puis dans nos lois en France également, et ça commence à atterrir dans nos stratégies de planification territoriale. Ce que ça a posé aussi, c'est une ambition, une responsabilité partagée, et puis un effort que chacun et chacune peut fournir pour atteindre cet objectif global qui est collectif. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est avoir le périmètre d'action le plus large possible pour être le plus ambitieux, mais aussi considérer nos coopérations pour atteindre cette neutralité. Ce qu'on peut en dire, c'est donc qu'il faut éviter en premier lieu à la source nos émissions, les réduire au maximum et enfin les compenser. Et là, ça peut nous rappeler un petit peu la logique de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, en dernier recours. Comment, en prenant soin de nos espaces naturels, à la fois en qualité et en quantité. Nos espaces naturels, c'est-à-dire surtout les sols et la végétation qui jouent ce rôle de séquestration du carbone. Donc, c'est les forêts, les prairies, les sols, les zones humides qui sont très importantes à préserver et à connecter entre elles. Aujourd'hui, on en est où sur cette absorption? On en est à 4% de nos émissions aujourd'hui à l'échelle régionale qui sont absorbées par nos puits de carbone naturels. Donc, vous voyez dans ce visuel, c'est minuscule. Donc, c'est essentiel de préserver cette capacité-là à absorber qui représente 4%, mais c'est une part en elle-même qui est difficile à augmenter et puis qui est difficile à évaluer dans le temps. On se questionne actuellement sur les capacités d'absorption au long cours, sur le long terme, de nos espaces naturels. C'est pour ça qu'on insiste encore et encore sur la logique de sobriété. Ça va appeler des mesures assez drastiques pour éviter nos émissions et puis renforcer nos puits de carbone. Préserver, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Et pourtant, on assiste aujourd'hui à une logique d'artificialisation qui prend largement le dessus sur nos actions de renaturation. Donc, on ne va pas dans le bon sens. C'est ce que raconte aussi le tour d'horizon, c'est qu'aujourd'hui, il y a 17 fois plus de surfaces qui sont artificialisées que renaturées en Hauts-de-France. Le pas de temps, c'est entre 2012 et 2018. Donc, on voit que c'est des rythmes vraiment déséquilibrés. Ça correspond en moyenne à 683 hectares par an qui sont artificialisés, contre seulement 39 qui sont renaturés. Qu'est-ce qu'on vise quand on dit renaturation? Ce sont des sols artificialisés qui sont transformés en espaces naturels ou des cultures en espaces naturels, ou alors on parle aussi de la végétalisation en ville. Il y a deux leviers principaux à activer, c'est celui donc de la préservation, et en ça, on vise une gestion économe de l'espace, c'est-à-dire lutter contre l'artificialisation des sols, favoriser le renouvellement urbain, densifier l'habitat, par exemple. Cette lutte contre l'artificialisation, elle a des co-bénéfices. Elle permet donc de maintenir le carbone dans les sols, c'est l'objet de la séquestration, mais ça permet aussi de préserver la biodiversité et puis de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre du transport en limitant l'étalement urbain. Donc, on est dans une logique et un périmètre aussi assez étalé.
On pense bien sûr à l'objectif national de zéro artificialisation nette. On voit que chez nous, on en est loin, mais c'est assez généralisé. C'est quelque chose qui va être assez difficile à atteindre et qui nécessite, comme je vous le disais, des transformations. Le deuxième poste, c'est le développement de ces espaces naturels. Et là, on parle d'une reconquête de la nature, c'est-à-dire de reboisement, de restauration de nos espaces naturels, de réhabilitation de friches, qu'on a beaucoup dans notre région, et puis de végétalisation en milieu urbain. Là aussi, il y a des co-bénéfices, comme la préservation de la biodiversité, aussi la création d'îlots de chaleur, qui vont être de plus en plus précieux à mesure que les canicules et les vagues de chaleur augmentent et s'intensifient. Ça permet aussi une gestion des eaux plus durable et puis de réduire assez globalement nos vulnérabilités. Par exemple, en créant des zones tampons qui nous permettent de lutter plus efficacement contre le risque d'inondation. Justement, en parlant de vulnérabilité, comment on diminue nos risques Alors, je me permets simplement de préciser, Joséphine, on peut peut-être préciser à ce moment-là que le CERD a entamé récemment un travail pour la réalisation d'un dossier documentaire sur le sujet de la sobriété foncière, qui vient directement apporter des éléments de pédagogie et d'expérience et d'analyse sur cette question de la gestion économe de l'espace et de l'utilisation du foncier en général. Donc, c'est un sujet qui va nous suivre sur l'année 2022. Sur lequel on va évidemment produire et compiler des ressources. Donc voilà, ayez-le en tête que prochainement, un dossier documentaire émergera sur ce sujet. Je te laisse poursuivre. Si tu me tends la perche, Alexis, je vais rappeler aussi, puisqu'on a des nouveaux et nouvelles sur ce webinaire, qu'on a travaillé également sur la sobriété numérique. Donc, on a des supports là-dessus. Et puis, au global, sur notre consommation de ressources et la sobriété que ça appelle aujourd'hui, on a une publication sur les limites planétaires qui vont bien au-delà encore que la seule problématique du changement climatique et qui vient positionner l'ensemble des ressources dont on doit prendre soin. Pour reconnecter à mon fil, l'adaptation, justement, ça permet d'être assez transversal dans notre approche. C'est complémentaire évidemment de l'atténuation, mais en tant que telle, l'adaptation permet de faire énormément de liens, notamment entre comment on préserve le climat, mais aussi la nature. Il y a trois grandes manières de s'adapter, trois grands types de solutions qu'on peut mettre en œuvre, qui sont toutes complémentaires évidemment, et qu'on catalogue comme ceci. Donc les solutions dites grises, qui sont les plus classiques, les plus communément admises aussi, et donc les plus mises en œuvre sans doute aujourd'hui. Et ça désigne des choix d'aménagement, des choix de matériaux, des choix d'infrastructures, comment on modèle nos villes, notre organisation, pour lutter contre les aléas auxquels on doit faire face. Et je viendrai exemplifier juste après. Les solutions dites douces sont plutôt celles de la réglementation, de la planification et donc finalement des solutions structurelles qui vont mettre en œuvre dans le temps des sortes de solutions tampons, je dirais aussi, qui ne s'appuient pas nécessairement toujours sur du matériel, des matériaux et de l'aménagement. La dernière piste, c'est les solutions dites vertes qui s'appuient sur les écosystèmes et en particulier les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ça, ce sont des solutions plus liées à la nature en ville, la présence du végétal, la préservation de la nature, tout milieu confondu, et on parle d'une logique, de passer d'une logique du lutter contre à une logique du faire avec. Où là, on essaie de prendre en main notre environnement et de s'y adapter nous aussi. Donc, pour décliner un exemple qui illustrerait tout ça, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, une solution grise consisterait par exemple à installer des pare-soleils sur un bâtiment pour se préserver de la chaleur. Une solution douce plus structurelle pourrait consister par exemple à adapter les horaires de travail ou à moduler les espaces en fonction de l'ensoleillement et à mettre en place des actions de sensibilisation, de formation, d'incitation pour s'adapter mieux à un contexte changeant.
Enfin, une solution verte contre les îlots de chaleur urbains consisterait à végétaliser les espaces sur son périmètre. Donc, j'en parlais tout à l'heure, pour les entreprises, on parle souvent de scope 1, le périmètre le plus proche, le plus direct, mais on peut aussi imaginer dépasser ces périmètres et se mettre en coopération, par exemple avec la ville, le territoire dont on dépend, pour maximiser vraiment cette végétalisation et amener plus de fraîcheur. Sur les solutions vertes, on pense assez spontanément aux plantations d'arbres, aux façades, aux murs végétalisés, aux espaces publics, etc. Ce qui est important tout du long, c'est d'éviter la maladaptation, c'est-à-dire de mettre en œuvre, je dirais un peu précipitamment, des solutions qui à court terme vont nous protéger, mais qui à long terme vont augmenter le problème. On pense par exemple aux climatiseurs, qui viennent certes refroidir l'air à un moment T, mais qui empirent le problème en réchauffant l'air extérieur. Le zoom qu'on voulait vous faire pour finir, c'est justement sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui est un concept qui a été développé et défini par l'Union internationale de la conservation de la nature, l'UICN, et qui est de plus en plus mentionné et plébiscité dans nos documents de planification. Le GIEC, que je mentionnais au début, le mentionne à nouveau comme une solution à privilégier aujourd'hui comme mode d'adaptation. Pourquoi ? Parce que c'est plus durable, c'est plus périn dans le temps et c'est plus adapté au scénario dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on parle de mesures dites sans regret. Peu importe le scénario de réchauffement, cette mesure-là, elle sera bénéfique pour tout le monde, pour nous et pour la nature. Donc, il y a un fort intérêt à les développer qui va venir prendre en compte en plus l'interdépendance entre la nature et le climat. Parce que s'il est vrai que le changement climatique a un impact direct sur la nature, on pense à la disparition d'espèces par exemple, à l'acidification des océans qui a des conséquences dramatiques sur la faune et la flore océanique, ou encore le changement climatique vient modifier des aires de répartition des espèces. Mais l'inverse est aussi vrai. Le monde vivant lui-même impacte le climat. Et donc, alimenter, prendre en compte et gérer mieux ces interactions, ça contribue à une dynamique d'adaptation. Et ce sont souvent des solutions qui sont multifonctionnelles, du coup, qui vont vraiment avoir des co-bénéfices et qui vont nous permettre d'avoir une vision systémique dont je parlais tout à l'heure, qui va aller au-delà d'un objectif premier. Et on voit souvent au global, dans des mesures d'action climatique, que ce soit d'atténuation ou d'adaptation, des projets qui partent de pas grand-chose, et qui, petit à petit, en prenant conscience de l'ampleur de la problématique et de l'ampleur des leviers à activer, qui vont s'étaler, si je puis dire, qui vont venir mettre en coopération les acteurs. Et là, on va toucher de plus en plus près cette vision systémique dont on parle tant. Il y a Élise qui est avec moi et qui pourra compléter, notamment sur ces derniers volets de l'adaptation, si vous avez des questions. Ah oui, je propose à Élise effectivement de réagir et puis aussi de réagir aux deux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, l'une n'est pas vraiment une question, mais plutôt un avis, enfin une remarque qu'on peut transformer en question sur le constat de certaines zones boisées en centre-ville qui disparaissent. Pour y réaliser soit des parkings, soit voire parfois des extensions d'usines. Hein, ça arrive dans certaines communes aussi, ou des extensions de zones économiques. Que peut-on répondre à ça, si tant est que l'on puisse répondre à ça, puisque les décisions appartiennent aux collectivités hein, sur ce genre de mesures. Et puis l'autre question sur les revêtements réfléchissants. Élise, je te laisse nous donner une analyse de ces différentes questions. Oui, merci. Alors effectivement, sur la première question, commentaire, ce sera difficile, ne connaissant pas le contexte de cette collectivité ou cette commune qui a choisi de raser les arbres qui avaient effectivement un impact positif, comme Joséphine expliquait, sur ces îlots de chaleur urbains, en créant des îlots de fraîcheur. Peut-être qu'on peut rappeler, quand on fait face à des enjeux tels que l'adaptation aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision systémique.
C'est-à-dire que oui, il y a effectivement des défis de développement économique, de bien-être, d'aménager des voies de transport, mais il faut bien prendre en compte tous les enjeux. Et donc, ce n'est pas inconciliable d'avoir des zones de stationnement et de maintenir un petit peu de nature en ville. Et pour cela, ça implique de coopérer entre les différents acteurs très en amont des projets, et en tout cas d'avoir un changement de regard, de paradigme sur la nature. C'est ce que disait Joséphine, c'est de faire la nature finalement un allié plutôt qu'un ennemi au quotidien, et de se rendre compte qu'elle est porteuse de tellement de bénéfices que la faire disparaître de nos environnements au global, ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur ce cas précis. Et pour la question des revêtements réfléchissants, qu'on voit effectivement apparaître de plus en plus, pour moi, c'est surtout des solutions réactives de très court terme. Voilà. Dans des cas de canicule, de vagues de chaleur, on va aller effectivement mettre de la peinture blanche sur les toits, sur les routes. Ce n'est pas forcément des solutions de long terme. On l'a vu, les impacts sont présents et vont faire a priori que s'intensifier, avec une part d'incertitude évidemment sur les scénarios climatiques. Et donc, il faut plutôt viser des scénarios et des trajectoires de long terme en luttant à la fois sur le changement climatique, donc de l'atténuation et d'adaptation aux impacts déjà présents. Donc, ça peut fonctionner. Après, sur l'effet réfléchissant et renvoyer la température dans l'atmosphère, je n'ai pas assez de données pour répondre. Mais en tout cas, c'est plutôt la vision court-termiste, voilà, et réactive. Merci. Je veux bien, Lise, Alexis, Joséphine, oui. Je te laisse réagir et je te propose aussi, je vous repartage les questions parce qu'on en a une qui est apparue et qui est particulièrement intéressante et pertinente au regard des échanges qu'on a en ce moment au CERD sur le sujet de la sobriété. Donc, je la lis à voix haute pour tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas temps de promouvoir de façon plus forte la sobriété face à la production d'énergie renouvelable qui est davantage mise en avant et des prochains documents axés sur la sobriété à venir de la part du CERD? Point d'interrogation. J'ose imaginer aussi que cette question a comme écho le récent édito qui est sorti dans notre newsletter, la CERD Action, la semaine dernière sur le sujet de la sobriété. Mais Joséphine, je sais que ce sujet t'est cher, donc je te laisse aussi y répondre en même temps que tu allais compléter la remarque d'Élise. Merci. Oui, j'allais donner un autre exemple de solution de court terme qui peut nous permettre de nous protéger et qui, dans le temps, n'est pas forcément viable. Et c'est un exemple qui est difficile à manier parce que politiquement, il est difficile de prendre ces décisions-là, de long terme justement. Mais on sort d'un climatour sur le littoral et l'adaptation du littoral où on est venu explorer justement ces solutions grises et ces solutions douces, voire vertes, avec l'exemple de villes qui n'ont pas le choix que de construire des digues pour protéger les habitations et les infrastructures. Et en l'occurrence, des digues qui sont conçues dans un système d'économie circulaire et qui font l'objet de concertation, une problématique qui est débattue depuis des années par les instances locales, mais qui, avec le temps, ne sera pas insubmersible. Et l'eau finit par passer, c'est ce qui est observé aussi, c'est que l'eau monte, mais pas forcément aussi progressivement que ça. Il y a des paquets de mer qui dépassent les digues et donc qui inondent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, les solutions douces viennent en complément, voire en remplacement à terme. C'est-à-dire il faut désartificialiser les sols de l'autre côté de la digue pour que l'eau, quand elle passe, elle puisse être absorbée par la nature et rendre ce modèle urbain toujours aussi résilient. Sur la sobriété, effectivement, c'est un accent qu'on veut mettre et sur lequel on veut mettre les bouchées doubles au CERD. Comme on vous le disait tout à l'heure, on essaye de l'aborder à travers différentes thématiques. La sobriété énergétique, c'est celle qui aura le plus d'impact sur la résolution de la crise climatique. Ça, c'est une certitude, puisque plus de 70% de ce qu'on émet, c'est lié à notre consommation d'énergie. Cette sobriété, justement, elle était la thématique des Assises de l'énergie à Genève, là, il y a quelques semaines. C'est ce à quoi faisait référence Alexis. Ce qu'on observe, c'est que c'est un sujet qui monte.
et qui est de plus en plus manipulé et plébiscité à la fois par les institutions, par les faiseurs et les faiseuses, et aussi par les citoyens et les citoyennes. Par exemple, on avait le témoignage de la Commission nationale du débat public qui nous disait que le mot sobriété apparaît un peu subitement, mais de plus en plus souvent dans les débats publics, dans l'expression du citoyen. Donc, on voit qu'il y a une réelle prise en compte, peut-être progressive ou peut-être un peu plus soudaine, là, avec un sursaut dernièrement, qui va dans le bon sens et qui est le corollaire de la nécessité d'une transition. Ce qui fait que plus la sobriété comme sujet monte, moins on est en train sans doute de remettre en question non seulement le changement climatique en soi, mais surtout la nécessité de changements drastiques. Et sur ce terme, il est décliné de plein de manières. On peut parler de frugalité, on peut l'associer à la décroissance ou pas. On peut y mettre des solutions innovantes et technologiques, on peut y mettre l'humain, la nature, en quelque sorte, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que même le GIEC est venu le définir aujourd'hui et que c'est une définition très large qui prend en compte l'énergie, mais aussi les ressources comme l'eau, par exemple. Donc, vraiment, c'est le message à plébisciter, ça fait aucun doute. Merci Joséphine. Je remercie également celles et ceux qui contribuent au chat. Alors Christophe Roger notamment qui évoquait le pays montreuillois, l'agglomération effectivement de Montreuil qui est lauréat de l'AMI sur donc de la manifestation d'intérêt zéro artificialisation nette. Je précise aussi, puisqu'on en a parlé, on parle de la sobriété foncière, que l'agglomération de Maubeuge est également lauréate d'un AMI sur les territoires pilotes de la sobriété foncière. Donc, on voit effectivement que ce sujet s'installe de manière encore timide sur le territoire, mais que le sujet du foncier dont vous avez parlé dans le chat, pardon pour le changement, dont vous avez parlé dans le chat, émerge avec toutes les conséquences, qui nous renvoie, alors je ne sais pas Joséphine, Élise, Pierre, si vous voulez réagir, mais ce qui nous envoie quand même, ce qui nous renvoie à une dimension, c'est l'approche complexe de ces sujets, l'approche systémique, c'est-à-dire que quand on parle de foncier, puisque là on a focalisé là-dessus, mais quand on parle de renouvelables ou d'efficacité, en réalité c'est multisectoriel et c'est très complexe, mais la complexité ne doit pas faire peur, elle doit être appréhendée en tant que telle, puisque c'est toujours intéressant de rappeler les origines du mot complexité, qui en latin vient de complexus et qui veut tout simplement dire faire du lien. Et donc l'approche systémique et l'approche complexe des choses et des sujets qui sont face à nous, c'est aussi la capacité de chacun à faire du lien entre des enjeux, entre des domaines, entre des dimensions, pour mieux y répondre. Et ne pas y répondre de manière uniquement cloisonnée, soit sur le renouvelable, soit sur la sobriété, soit sur les nouveaux modèles économiques, mais d'avoir une pensée globale. Je ne sais pas si Joséphine, Élise, vous voulez compléter. Pendant que je vous laisse me dire, je vais repartager les questions, puisqu'on en a eu. Alors, on en a une qui fait écho à ça. Ce n'est pas une question, c'est une remarque sur le fait que les élus et les décideurs n'ont pas toujours la vision systémique. Il suffisait qu'on en parle. Avec un prisme économique qui prime sur les bienfaits de la nature. Et donc, tout cela reste compliqué à faire entendre face à des enjeux économiques et d'emploi. Ça, c'est une certitude, mais ça n'est pas une fatalité. Marie, je te sais avec nous et je crois avoir vu que tu avais contribué à cette remarque. Si tu veux en parler en allumant ton micro. Aussi. Ouais, oui, pardon, Alexis. Je veux bien aussi apporter des compléments sur la notion de coût, emploi, tout ça. Très bien. Eh ben, je te propose d'en parler tout de suite. Et puis, Marie, tu pourras nous expliquer de quoi il s'agit à Paris dans les Batignolles. Oui. Ah non, qui commence? Alors, Élise et Marie juste après. Ok, ça marche. Oui, alors, déjà rappeler qu'on n'oppose pas les systèmes, on n'oppose pas l'enjeu d'emploi et de développement économique et les enjeux de nature et de revégétaliser. Peut-être rappeler qu'effectivement, les modèles qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant ont apporté les effets qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être un premier argument. Deuxième argument, il y a de plus en plus de projets de solutions d'adaptation fondées sur la nature, de solutions fondées sur la nature tout court, qui s'attachent à justement avoir cette vision coût global. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais on arrive aujourd'hui avec des retours d'expérience à montrer que finalement, cette approche-là, elle apporte des bénéfices économiques. Alors, en région, par exemple, il y a le programme de maintien de l'agriculture en zone humide, où certains agriculteurs ont fait le choix du retour à l'herbe pour leurs troupeaux.
parce que finalement leur modèle économique devenait de plus en plus compliqué à tenir, trop de frais par rapport à leur productivité, à la rentabilité de leur exploitation. Et pour la plupart, le résultat est plutôt positif, c'est-à-dire qu'ils retrouvent une certaine viabilité de leur exploitation avec ce retour à l'herbe, donc avec cette préservation des prairies. Et donc tout ce que ça implique en termes de biodiversité aussi et de services écosystémiques rendus par ces milieux. Le 28 juin, on organise la rencontre Nature et Climat et donc il y a le CEREMA qui sera présent et qui justement travaille beaucoup sur ces questions aussi de méthodologie, à la fois de coût de l'inaction face au changement climatique. Donc ça deviendra plus cher de ne rien faire et d'avoir des actions plutôt réactives dans X années plutôt que d'anticiper ces questions d'adaptation et de transition face au changement climatique. Et puis, ils ont montré, ils ont sorti différents guides en montrant que, par exemple, sur des aménagements de cours d'école, le choix de solutions fondées sur la nature était beaucoup plus viable que des solutions dites grises ou en dur. Voilà, c'était quelques éléments que je voulais apporter. Merci Élise. Marie, tu voulais compléter avec l'expérience de Paris? Oui, j'avais pas spécifiquement énormément de choses à ajouter à ce que disait Élise. Il y a vraiment un enjeu à avoir une réflexion autour du coût global et notamment du fait que les co-bénéfices qui sont apportés par les solutions fondées sur la nature ou le retour de la nature en ville ont vraiment un effet positif. Et l'exemple du quartier de Batignolles à Paris, c'était de dire qu'il y a une vraie attente de la part notamment des habitants d'une amélioration de leur cadre de vie. Et la preuve avec cet exemple du parc Martin Luther King qui fait que le prix du mètre carré a augmenté de 25% en 5 ans après la réalisation du parc. C'est positif ou négatif, ça dépend de quel point de vue on se positionne, mais le fait est que ça peut répondre aussi à une attente des habitants du point de vue du cadre de vie. Merci Marie. Est-ce que je peux quand même te laisser te présenter, puisque je te donne la parole, mais sans que tu aies eu l'occasion de te présenter. Donc, tu es à l'Office français pour la biodiversité. Oui, effectivement. Donc, Marie Gros, je suis animatrice régionale sur la thématique des solutions d'adaptation fondées sur la nature à l'OFB et je travaille dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet Life Artisan, qui vise justement à faire monter en puissance le sujet. Merci Marie. Alors je vous propose deux choses. Quelques éléments de conclusion qui vont vous être présentés par Pierre et Joséphine. Et en parallèle de ça, j'aimerais vous proposer de retourner sur Mentimeter, sur le même lien que je vous ai envoyé, enfin les mêmes codes, pour vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de ce webinaire en termes de messages, en termes de chiffres clés éventuellement que vous auriez envie de transmettre à l'issue du webinaire autour de vous, à des élus, à des partenaires, à des habitants, etc. Voilà, donc la question vous est lancée pendant la conclusion pour que vous puissiez tout de suite après partager vos réponses le plus grand nombre. Voilà, Joséphine, Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Je remets la conclusion. Oui, du coup, quels sont les messages à retenir? On l'a déjà dit, mais du coup, finalement, ce qu'on a cherché à faire dans cette publication Tour d'Horizon, c'est justement partir de ces données et puis arriver à toutes les solutions que vous ont présentées Joséphine et Élise. Retenir que face à la complexité de la situation, la réponse ne peut être que systémique. Et donc, on vous l'a cité, n'hésitez pas à aller voir la publication sur les limites planétaires où on développe cette nécessité de l'approche systémique. On ne peut pas seulement apporter des réponses sectorielles, mais vraiment, face à cette crise systémique, apporter des réponses vraiment qui se complètent pour répondre à ces enjeux du changement climatique. Le deuxième message qu'on souhaite faire passer aussi dans cette publication, c'est que la prise en jeu de ces enjeux doit orienter finalement chaque politique publique, chaque document de planification aux différentes échelles, à la fois régionales mais aussi locales, et pas seulement aussi dans les cadres définis. Par exemple, il y a les plans climat, air, énergie territoriaux, mais il faut aussi que ces sujets climatiques soient pris en compte dans les PLU, dans les plans
locaux d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale, dans les SCOT, enfin, véritablement et que aussi dans notre vie quotidienne, cet enjeu soit bien présent pour justement mener des politiques transversales qui répondent à la lutte contre le changement climatique. Et donc, tout ceci, ça implique une transformation profonde et structurelle de notre société. Donc, on l'a vu, c'est véritablement nos modes de production, de consommation à repenser pour véritablement atteindre l'objectif global de la neutralité carbone. Et finalement, 3 mots à retenir, c'est sobriété au pluriel, atténuation. Donc, on vous l'a montré, l'importance de mener ces politiques d'atténuation, éviter et réduire au maximum les émissions pour justement atteindre l'objectif de neutralité carbone et véritablement absorber en dernier recours, mais surtout avec les espaces naturels, qui jouent aussi un rôle aussi pour l'adaptation, comme on l'a vu avec les solutions fondées sur la nature. Et donc, le changement climatique est déjà là, donc l'importance de s'adapter aux conséquences du changement climatique, et d'être aussi réactif face aux incertitudes de ce changement climatique. Finalement, des mesures d'adaptation sont aussi des mesures sans regret, et notamment avec les solutions fondées sur la nature qui permettent justement d'utiliser les bienfaits de la nature pour justement s'adapter. Et finalement, sobriété au pluriel, sobriété énergétique, qui est la clé pour l'atténuation, mais aussi plus largement la sobriété foncière pour préserver justement les puits de carbone, sobriété en ressources pour justement diminuer notre empreinte carbone, sobriété numérique, où on vous a aussi partagé dans le chat le labo qu'on a fait sur ce sujet, et aussi sobriété sur la mobilité dans nos déplacements. Finalement, en fait, toutes ces mesures pour dessiner ensemble un avenir viable et désirable pour toutes et tous. Donc, c'est véritablement ce message qu'on a souhaité faire passer dans cette publication et plus largement au CERD. Donc, n'hésitez pas aussi à compléter Joséphine et Élise sur les messages que vous voulez faire ressortir. Et aussi, sur le Menti, on va voir aussi un peu ce que vous avez retenu de cette présentation. Merci Pierre. Je laisse Joséphine également nous partager son état d'esprit et puis sa conclusion à l'issue de ce webinaire. Je vous remets le menti.com en espérant qu'il fonctionne. D'après ce que j'ai lu de Thierry, tentez, et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien vous communiquez directement. Ah, si ça fonctionne, j'ai quelques retours. Avant ça, Joséphine, je te laisse conclure. Merci. Il y a un point ou deux qui ont résonné particulièrement pendant ce webinaire et les échanges. C'est le fait peut-être de ne pas opposer les responsabilités individuelles et collectives, qui est souvent un écueil quand on s'empresse d'agir malgré la meilleure volonté possible. Et avoir bien en tête que nous, on vous décline des leviers évidemment d'action structurelle, mais que derrière tout ça, il y a aussi des leviers psychologiques, des leviers de conduite du changement qui eux aussi peuvent être collectifs. Il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent travailler en profondeur cette question du changement, oser y mettre la question des émotions, qui elle aussi, je pense, comporte l'écueil de centrer le sujet sur l'individu, tandis qu'une émotion, on en est persuadé, peut tout à fait être collective, partagée et embarquée, même de manière structurelle. Et puis, un message qui me revient aussi des Assises de l'énergie et qui m'a travaillé depuis, c'était la question comment on inaugure la sobriété, la fameuse sobriété. Qu'est-ce qui la rend visible ? Qu'est-ce qui la rend désirable puisqu'il s'agit d'annuler, de refuser certains usages ? Et un début de réponse que moi j'aime bien poser, c'est celui de la convivialité, qui est un levier, je pense, tout aussi puissant que les autres, qui répond à cette logique du collectif, mais aussi aux liens humains
et aux liens qu'on pourra faire entre nos projets. Et je pense que, ou je nous souhaite d'en faire l'expérience quand on s'entend bien, quand on développe du lien humain, la coopération, elle est meilleure. Les projets aussi seront meilleurs. Donc, je me demande, moi, si ce ne sera pas un jour la convivialité, un thème de séminaire du CERD, d'assises de l'énergie ou de webinaire dont on pourra reparler tous ensemble. Merci Joséphine. Je vous propose de partager, avant qu'on ne se quitte, vos réponses au Menti-Meter, à la question qu'on vous a posée. Donc, ce que vous retenez, est-ce que vous avez envie de transmettre ou ce que vous aviez envie de nous partager à l'issue de cette présentation, c'est effectivement, on le voit, l'importance de la sobriété qu'on retrouve à plusieurs endroits. Les solutions fondées sur la nature qui sont tellement évidentes, ben oui. Eh bien, allons-y pour continuer à relayer cette évidence. Et puis aussi ne pas oublier la réalité, à savoir qu'il est parfois difficile de prioriser les enjeux d'adaptation, de végétalisation, de désimperméabilisation. C'est vrai, mais énormément de ressources, de guides, d'accompagnement existent pour pouvoir répondre à ces difficultés de priorisation. Donc, allons-y. Et puis, de rien pour notre soutien à la contribution sur la connaissance des enjeux régionaux de changement climatique. On est là pour ça aussi au CERD, donc ça tombe très bien. Je regarde Pierre, Joséphine, je pense qu'on s'est tout dit globalement. Alors, 2 ou 3 petites choses pour... vous pouvez encore compléter. De rien pour le super boulot, on est ravis. Merci plutôt sur ces remarques, sur ces commentaires. Je remets le diaporama parce que vous avez évidemment le tour d'horizon en un clic avec le QR code qui est devant vous et il est évidemment disponible sur le site internet du CERD. On en profite aussi pour vous communiquer plusieurs choses. La première, Pierre va vous envoyer, où il vient de le faire peut-être, eh bien voilà, c'est exactement ça, on est en fusion, Pierre, le formulaire d'évaluation pour le webinaire, parce que vos retours sont importants sur ce genre d'exercice pour nous. C'est très rapide à renseigner, donc on vous laisse le compléter en direct. Parce qu'on sait qu'après, ce sont des choses qu'on perd, qui se perdent avec le temps, si on ne le fait pas instantanément. L'autre information qu'on veut vous communiquer, c'est qu'il y a plusieurs événements du CERD qui sont programmés dans les semaines à venir, le plus proche étant une rencontre dédiée aux élus en transition. Alors, vous n'étiez pas nombreux en tant qu'élus cet après-midi, mais ce n'est pas grave, vous étiez là quand même. Et pour les autres, vous êtes des chargés de mission, des directeurs, directrices ou chefs de projet. Donc, on vous invite à relayer l'information d'une rencontre des élus en transition, élus et territoires en transition à Bergues, le lundi 27 juin au soir. Donc, Bergues sur la communauté de communes des Hauts-de-Flandre en dessous de Dunkerque. Ça, c'est pour la rencontre du département du Nord ou des communes limitrophes, évidemment. On aura 3 autres rencontres élus et territoires en transition dans le Pas-de-Calais sur Saint-Omer en septembre prochain. On vous remettra les dates dans le chat. Voilà, merci, c'est parfait. On est aussi en fusion, Joséphine. Dans l'Aisne, au mois de novembre, sur l'agglomération de Saint-Quentin, et dans l'Oise, sur le pays de Bray, au mois de décembre. Et je sais qu'on a avec nous des Isariens et des Axonnais et Axonnaises, donc n'hésitez pas à relayer auprès de vos élus. C'est un format de rencontre en soirée avec des experts qui viendront vous apporter des solutions très concrètes de transition sur la mobilité, sur l'alimentation, sur l'économie sociale et solidaire, sur la participation, sur l'énergie, etc. Avec à chaque fois un élu témoin qui viendra présenter sa démarche sur ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Autre événement, les rencontres nature et climat qui se tiendront le 28 juin à Beauvais. Les inscriptions ne sont pas closes. Vous êtes déjà plus d'une centaine, donc l'événement est aussi attendu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire la journée entière sur cette question du lien entre nature et climat dont on a parlé aujourd'hui. Et enfin, dernière actualité que je vous partage, c'est que nous avons au CERN un réseau d'ambassadeurs du développement durable qui ont été formés notamment sur le tour d'horizon climat-énergie. Certains d'ailleurs sont parmi nous cet après-midi, donc je les salue. Ils sont mobilisables. Si vous voulez un propos
sur le tour d'horizon climat-énergie, la situation climatique des Hauts-de-France, les leviers, etc., et des solutions concrètes, retour d'expérience, vous pouvez mobiliser le réseau des ambassadeurs du développement durable, il est à votre disposition. Et bien évidemment, j'ai oublié de le dire, la rencontre Nature et Climat est organisée avec l'OFB. Je pense vous avoir tout dit. Donc, je vous mets cette petite page de remerciements pour votre attention. On était ravis de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire. Il sera disponible en replay à l'issue. Et Joséphine a conclu sur la convivialité. Donc, je suis évidemment obligé de conclure sur une note musicale pour qu'on se dise au revoir. Donc, je vous dis au revoir. Je vous laisse me confirmer par un petit hochement de tête que vous entendez bien la musique. Voilà, vous me confirmez. Je vous dis à tous et à toutes au revoir. Merci beaucoup, Pierre, Joséphine, Élise et l'équipe du CERD qui est présente. Et puis, à très bientôt à tous et toutes et bonne suite d'après-midi. Au revoir. Merci.